Il y aurait bien un truc, mais ça va pas être possible pour toi. Compte tenu de ton nom et de ton prénom, il y aurait bien notariat, mais on n'est pas prêt à voir en France, sur la plaque de l'étude, ton nom. Bien entendu qu'il y a de la critique, il y a beaucoup de jalousie, faut le comprendre, faut l'accepter. C'est un outil de communication qui est fantastique parce qu'on a eu des vidéos qui sont devenues virales, qui ont éclaté des 250, 300 000 vues. Incroyable. Pour un notaire, l'intelligence artificielle, ça sert à rien de la combattre. Faut mieux l'intégrer, sinon tu vas perdre du temps et en plus tu vas perdre à la fin du match. Demain, moi j'ai des cryptos, je vais acheter un appartement. Est-ce que c'est possible pour moi de le faire? On a fait la première transaction d'Europe avec un paiement full crypto. Est-ce que c'est la fin de la LCD? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y aura moins de gens sur le marché de la LCD? Certainement. Et c'est plutôt C'est une bonne nouvelle. manière de te démarquer. Encore aujourd'hui, font des rendements astronomiques en LCD. Si je regarde pour des 2 dernières années, les investissements les plus rentables qui ont été faits, ça a été de la LCD sur de l'atypique. Les gens ont besoin de vivre des choses, de se sentir vivant et d'avoir de nouvelles aventures. Pour donner un peu une idée, on est entre 8 et 10% pour de l'investissement meublé, on va dire classique, quand là, sur la suite Bali que j'ai, on est sur du 25 à 30% de rentabilité. Passion inavouable que tu n'as jamais dit à personne. Je suis un passionné de... Ok, bonjour Nuno, merci d'être sur ce podcast. Hello Martin, la forme? Ça va, super. Toi aussi? Nickel, tout le temps. Tout le temps. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, moi je m'appelle Nuno Montero, Ok, je suis notaire, fondateur d'un réseau qui s'appelle Mon Notaire Conseil, que Très j'ai bien. fondé en 2018. Je suis également expert en gestion de patrimoine et enseignant à l'université. d'accord, très bien. Pour reprendre un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux nous faire un peu une rétrospective sur l'ensemble de ton parcours? Où est-ce que tu nais? Tu fais quoi comme études? Comprendre un petit peu ton histoire. Ok. Alors, moi je nais dans le 94, Ok, très dans bien. une famille portugaise traditionnelle, Ok, donc rien ne me prédestinait au notariat. on va y venir. Et en fait, je choisis de faire du droit lorsque j'ai 14 ans. D'accord. Je suis un étudiant je suis un collégien à l'époque, qui a plutôt des facilités. Je m'ennuie en cours, je Ok. dors souvent, je dors beaucoup. Ce qui a compensé le manque de sommeil qui arrivera dans les années suivantes. Ok. Et à l'époque, en fait, mon père a un grave accident, un accident de moto, D'accord. lorsque j'ai 14 ans. Et du coup, mon adolescence se résume à... je vais en cours, D'accord. je vais au sport, Ok. et je sors du sport, je vais voir mon père. Et ça dure... entre l'hospitalisation et la rééducation, ça dure 5 ans. Voilà. Et donc à ce moment-là, je décide de faire du droit et de me spécialiser dans les victimes d'accidents de la circulation. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, à partir de ce moment-là, t'as quel âge, grosso modo, pour qu'on revienne? T'as 18-19 ans? On en est où? C'est ça en fait. Du coup, après mon bac, je fais donc mes études de droit. Ok. Je suis un étudiant qui, encore une fois, va peu en cours. D'accord. Je valide mes années et du coup, j'arrive au Master 2. Ok. En fait, Tu vas plus en cours parce que ça t'intéresse pas? Ou parce que finalement, qu'est-ce qui explique le fait que tu ne vas pas en cours? Plusieurs raisons. Un, déjà, je travaillais à côté Ok. pour mettre de l'argent de côté. D'accord. Je menais plusieurs projets. Ok. Et je faisais pas mal de sport, Ok. donc ça m'occupait du temps. Ok. Et ensuite, je préférais bosser seul de mon côté. Donc on D'accord. me voyait plutôt à la BU ou à la BNF, Bibliothèque Ok. nationale de France. Et je faisais les cours qui étaient obligatoires, les TD, voilà, en sachant qu'on avait le droit de louper 2 TD par matière, donc en général je les loupais. Et du coup, je valide mes années Ok. sans trop me poser de questions et j'arrive donc en Master 1 à l'époque et du coup, je me prédestine à faire du droit des assurances. Très bien. Et à l'époque, en fait, comme j'étais pas allé en cours justement les premières années, je découvre que pour choisir un Master 2, en fait, c'est sur dossier. Il suffit pas de valider comme les 4 premières années. D'accord. Et du coup, là, je parle avec un de mes profs et je dis voilà, comment je fais et tout l'an prochain. Il dit voilà, t'as eu quoi comme mention? J'ai mis des mentions, ça sert à quoi? Ça m'a juste dit qu'il fallait valider, j'ai validé. Et je lui dis en rigolant, je dis qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse choisir le Master 2 que je veux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, il me dit finis major de promo. Tu vois, vous êtes 550, tu finis major de promo. Ah Et oui, tu rien que ça. Ok. le major, tu auras le Master 2 que tu veux. Et du coup, je rigole, je dis ok, bon voilà. Donc je bosse un peu plus que d'habitude et je finis major de promo. Et donc là, j'ai tous les Master 2 de France qui me sont ouverts. Incroyable. Et du coup, je commence en droit des assurances comme j'avais prévu. Et donc, je fais un Master 2 en droit des assurances. Et c'était un Master 2 qui était en alternance. Ok. Tu le fais où? Je le fais en fait dans une boîte qui s'appelle E.ON, qui était Ok. une boîte en fait de réassurance. Il faut savoir que les compagnies d'assurance en fait se réassurent elles-mêmes D'accord. en cas de défaut. Et en fait, dans cette entreprise, je bosse du coup juste une quinzaine de jours. Ok. Et mon stage a lieu à La Défense. D'accord. Ça te plaît?
Ça me plaît tellement qu'en fait, au bout de 15 jours, on est en pleine réunion et en fait, je quitte cette réunion. Ok, Et donc, tout le monde parlait à tour de rôle, très les bien. personnes qui étaient autour de la table. Et quand arrive mon tour, en fait, eh bien, j'étais dans les nuages. Et du coup, mon voisin me dit: Nounou, en fait, c'est à toi, là, il y a le boss en fait, qui t'interroge, c'est à toi de parler. Je dis: Ok. Sympa. Et là, je regarde tout le monde et je dis: Bah, désolé, mais en fait, je m'en vais. Et il me dit: Mais si t'arrives, tu te sens pas bien? Je dis: Non, non, je pars. En fait, toute la vie que j'avais imaginée, Ok, eh bien, je vois mon futur défiler devant moi et la vie que j'avais imaginée ne correspond pas à cela. Et du coup, je me dis: Tiens, tous les ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre en responsabilité, je vais prendre mes petites affaires dans un carton et je vais monter d'étage en étage. c'est pas la direction que tu voulais. Exactement. Et je suis plutôt quelqu'un qui aime être sur le terrain, qui aime que ce soit très actif. Et du coup, je décide à ce moment-là de changer de chemin de vie, car en réalité, c'était un chemin de vie que j'avais choisi juste suite à l'accident de mon père. D'accord. Pour autant, eh bien, le droit que j'avais découvert au cours de ces années d'études me passionnait. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je parle avec un prof et du coup, il me dit: Bah, voilà, quelles sont les matières que tu affectionnes? Je lui dis. Il me dit: Il y aurait bien un truc, mais ça va pas être possible pour toi. Pourquoi ça va pas être possible pour toi? Il me dit: Bah, compte tenu de ton nom et de ton prénom, il y aurait bien notariat, mais on n'est pas prêt à voir en France, en fait, pour le moment, une étude dans laquelle il y aura sur la plaque de l'étude ton nom. Et alors, du coup, moi, je comprends pas, très naïf à l'époque. Ouais, bien sûr. Donc, il m'explique que c'est un milieu très fermé, où les études se cèdent très souvent de père en fils, d'oncle en neveu. Ok. Donc, il me dit: Tu seras un excellent collaborateur. Au mieux, tu seras notaire salarié, mais tu seras jamais associé, ou en tout cas très tardivement dans ta carrière. Et ouais, du coup, je te déconseille. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, tu as un gros stop. Ouais. Toi, tu réagis comment, justement? Du coup, je ne comprends pas sur Ok. le moment, assez candide. Et du coup, pareil, je souris et je dis: Ok, vous venez d'achever de me convaincre. Et je choisis le notariat. Ok, Par challenge, par esprit de contradiction. très bien. Je dis aujourd'hui souvent à mes étudiants: je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une bonne motivation. Il faut faire les choses pour soi et non pas pour prouver aux Pour autres. prouver aux autres, ouais. Ok. Du coup, je choisis notariat. Clairement, je m'ennuie les premières années, notamment les premières années d'exercice où je me sens frustré de ne mettre en pratique qu'un faible pourcentage de tout ce que j'avais acquis, accumulé en termes de connaissances. Tu travailles où pour qu'on arrive à se situer là, à ce moment-là? Je suis toujours dans le 94. Ok, Il faut savoir que moi, de mes 1 an à mes 33 ans, j'ai vécu, c'est assez fantastique, dans un cercle avec un rayon de 10 km, pas plus. d'accord, mais t'as pas bougé. Non. Ok. Maternelle, Très bien. primaire, collège, lycée, université, la première étude dans laquelle j'ai travaillé, et aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré ce que m'avait dit en fait mon professeur, en fait en 2012 je m'associe, Ok, donc je viens à peine de terminer en fait mon stage, d'accord. et à l'époque je deviens le notaire le plus jeune de France, le notaire associé le plus jeune de France. Ok. Donc là, tu es toujours dans le 94. Ouais. Tu t'associes. Vous Oui. êtes combien d'associés? À l'époque, c'était donc une étude où il y avait 2 associés. Il y en a un qui est parti. Il avait D'accord. vu une soixantaine de candidats qui ne lui allaient pas. Et du coup, il vient me voir un jour. Il me dit: Tiens, Montero, bah voilà, je vous ai choisi. Ça sera vous, mon successeur. Je dis: Attendez, je suis le dernier, le petit stagiaire. Ouais, bien sûr. J'ai pas de crédibilité, j'ai pas d'argent. Il me dit: Non, non, mais ça sera vous. Comment tu te sens à partir de ce moment-là? T'es excité? T'as peur? T'es déterminé? T'as une revanche à prendre? Comment tu te sens? Alors, pas tant de revanche à prendre. En fait, ça s'est fait assez logiquement. La position que j'ai eue à l'étude, même si j'étais le dernier arrivé, en fait, naturellement. Et bien, j'ai pris une position rapidement de cadre. On m'a délégué de plus en plus de choses, de responsabilités. J'ai toujours eu en fait l'esprit d'un manager et naturellement les gens venaient vers moi en fait pour des questions d'organisation, des questions juridiques ou autres. Et en fait, tout se fait naturellement. Moi, j'hésite beaucoup à l'époque. D'accord. Lorsque j'ai cette opportunité, moi je pars toujours du principe dans la vie qu'en fait, lorsqu'il y a une opportunité, tu dois vérifier 2 choses. Un, est-ce que l'opportunité elle est pour toi ou est-ce que c'est toi l'opportunité pour la personne? On est d'accord. Ensuite, est-ce que cette opportunité, à un moment donné dans ton cheminement de vie, est-ce qu'elle est alignée avec ton cap? Avec ce que tu as envie de faire finalement. Exactement. Ok. Et du coup, je me dis, c'est quelque chose qui arrive, je suis très jeune, d'accord, à l'époque, j'ai 27 ans. Il faut savoir que la moyenne, en fait, on s'associe plutôt aux alentours de entre 45 et 50 ans. D'accord. Voilà. La moyenne d'âge des notaires aujourd'hui
tout confondu, même avec les notaires salariés, même avec les nouvelles vagues de notaires Macron. On est, je crois, en tout cas sur la Compagnie de Paris, on a 43 ans. D'accord. Donc voilà, j'étais un bébé. Tu étais vraiment le bébé là. Ouais. Ouais, ok. Comment ça se boutique, on va dire, au départ? Est-ce que ça se passe directement bien? Est-ce que tu as des défis? Comment ça se passe au départ? Le plus grand défi, en fait, c'était quoi? C'était d'être légitime. Ok. Être légitime vis-à-vis des clients, des Ouais. partenaires. La légitimité, en fait, en interne vis-à-vis de l'équipe, encore une fois, c'est fait naturellement. Il y a juste quelque chose qui est assez difficile, c'est lorsque tu es dans une boîte et quel que soit ton domaine d'activité et que tu passes de stagiaire à collaborateur, à cadre et ensuite à patron, forcément, il y a des petits ajustements à faire. Bon, moi, par exemple, j'ai aucune difficulté, que ce soit avec le tutoiement ou le vouvoiement, je Ouais, bien laisse sûr. mes collaborateurs choisir. Mais c'était assez rigolo parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui étaient là avant moi, qui étaient plus âgés. Et j'ai toujours eu dans mon éducation, en fait, le vouvoiement comme base. Et du coup, c'est rigolo parce qu'il y a des cadres qui étaient bien plus âgés que moi, que je vous voyais, qui me tutoyaient. Et du D'accord. coup, les clients ou les collaborateurs trouvaient ça étonnant, mais moi, le respect n'est pas derrière un tutoiement ou un vouvoiement. Donc, il y a un positionnement qui doit se faire de manière naturelle. Il ne faut pas changer son état d'esprit, Ok. surtout pas. Hein. Un boss, un manager, c'est pas un tyran, donc il n'y a pas besoin d'être Ouais, bien sûr. méchant, de forcer un peu le trait. Faut rester naturel. Ensuite, vis-à-vis des clients, il y a aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, notamment dans des domaines d'expertise comme le mien, il y a un attendu. Il y a un attendu en fait en termes de look déjà. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je crois qu'à l'époque, j'avais un look, je changeais souvent C'était d'aspect. pas le même que maintenant? Non, souvent j'avais soit les cheveux longs, soit la crête. Enfin bref, c'était assez rigolo. Ok. Donc Et- il y avait toujours un peu de défiance au début des clients. Et en fait, j'ai gagné leur confiance grâce à la compétence, l'expertise et en travaillant énormément. Défiance vis-à-vis de ton look, défiance vis-à-vis de ton nom, ou défiance juste parce qu'ils ont un jeune en face d'eux? Les trois, le global. Le cocktail? Ouais. Et du coup, pour moi, ça a été mon moteur, mais également l'essence de mon moteur. Ouais. Et c'est ce qui a fait que j'avais tout simplement plus envie que les autres. Et c'est ce qui a fait que rapidement, dans cette étude, c'est une étude dans laquelle je me suis associé, on était donc en souffrance, on était 3 au final, D'accord. 3 associés, il y avait une quinzaine de collaborateurs. D'accord. J'ai cédé moi mes parts 5 ans plus tard. D'accord. Donc là, pour se situer, on est en quelle année, grosso modo? 2017, j'ai 2017. commencé à regarder pour céder et je cède 2018 très rapidement. D'accord. Et en fait, quand j'ai cédé, on avait plus que doublé l'effectif et les chiffres. D'accord. On était passé à une trentaine de personnes et avec des chiffres qui étaient assez astronomiques. C'est intéressant. Ouais, on faisait des résultats à 7 chiffres en résultat net. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. En résultat net, Ouais. pas en chiffre d'affaires. En bénéfice. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu quittes, on va dire, à partir de ce moment-là, l'étude? Est-ce que c'est un manque de défi? Est-ce que tu as envie de lancer justement toi de ton côté? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Tout d'abord, le fait de ne pas être aligné avec la vision de mes associés. Ok. Ça, c'est quelque chose de très important. Que tu sois collaborateur, que tu sois entrepreneur, que tu sois investisseur, faut toujours avoir un but dans la vie. Moi, c'est ce qui me guide, c'est ce cap. Et dès lors que c'est pas aligné, je change de chemin. Ouais. Voilà. Justement pour me recentrer, pour être aligné à nouveau. Ensuite, marre de la région parisienne. Ok. Voilà. Marre de la région parce qu'il fait trop froid? Le froid, notamment. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, je suis revenu sur Paris juste aujourd'hui là, pour le podcast et franchement, je suis gelé. T'es gelé? Donc, marre de la région parisienne. Ok. Pourquoi les bouchons, la météo. Et du coup, j'avais envie d'autre chose. Ok. Et voilà, je suis du gamin plutôt voyageur et aventurier. Ouais. Et c'est un peu le sang qui coule dans mes veines aussi, tes veines aussi, ce ouais. passé de voyageur. Et du coup, je décide du jour au lendemain de vendre mes parts et de quitter la région Ok. et d'aller sur Toulouse. Tu connais du monde là-bas ou vraiment tu t'arrives en terre inconnue? Personne. Personne. Ouais. Voilà. Personne. Je n'ai pas d'attache, Ok. pas de potes, pas de clients, Rien. pas de réseau. Voilà. Donc le challenge, c'était justement de recommencer. Et là, j'ai une difficulté, c'est que comme c'est moi qui gérais en fait toute la partie management et ressources humaines, D'accord. il y a une grosse partie de l'équipe qui était dans mon ancienne étude qui décide de partir en même temps ou juste après moi. D'accord. Et plusieurs personnes en fait qui disent tiens Nuno, nous on est avec toi et tout, on te suit. Je dis mais attendez, mais moi je pars à 700 km.
je vais m'installer à Toulouse. Ouais. Je ne connais rien, je ne connais personne. C'est le meilleur sentiment du monde quand même. Quand tu as tes gars qui te suivent, c'est quand même... C'est fantastique. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que mon notaire conseil, c'est vraiment un travail d'équipe. Ok. C'est une histoire qui s'est montée avec une équipe, avec des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui sont encore là pour certains, pour nombreux d'entre eux, depuis le début de l'aventure, et des gens qui déménagent. Alors, ça te met une pression d'enfer, parce que déjà, lancer une boîte, c'est pas évident, c'est une aventure. Mais là, lorsque tu as des familles qui dépendent de cette aventure et qui font 700 km, T'as pas le choix. il y a une seule issue, c'est la réussite. C'est la réussite, ouais. Comment ça se passe? Tu montes directement tes bureaux pour qu'on comprenne vraiment bien. Ils te suivent directement ou tu commences tout seul, ils te rejoignent après? Comment ça se boutique? Alors, à l'époque, en fait, je descends sur Toulouse quelques fois pour savoir ne serait-ce que l'endroit dans lequel je vais installer l'étude, parce que je ne savais pas. Ouais. Du coup, je visite, il y a des locaux qui sont dispo, et là, je vois un local qui est disponible en fait au rez-de-chaussée d'un immeuble fantastique en fait à Toulouse, une belle adresse. On est face au Monument aux Morts, qui est l'équivalent en fait de l'Arc de Triomphe pour Toulouse. Pour ceux qui connaissent pas, on est dans le centre-ville de Toulouse, c'est ça? On est en hypercentre, voilà. Un petit local qui paye pas de mine. Ok. Au début, je me revois encore, hein. Pas de bureau, pas de chaise, on a dû tout faire en fait. On a dû Il y tout avait monter, rien. Quand tu montes, en fait, t'es from scratch. Ouais. C'est toi qui vas acheter le PQ, la machine à café, les dosettes de café, Ouais, les fournitures. Voilà, t'es au four et au moulin. Et donc, dès le début, en fait, moi, j'ai pris la décision de croire en ce projet et du coup d'investir dedans. D'accord. Ça se passe comment du coup? Tu lèves un financement? Comment ça se passe? Non, en fait, le prix de cession de mes parts, je le réinvestis intégralement. Du coup, je fais pas de prêt. Je mets toutes les liquidités que j'ai dans ce projet. Le prix de cession de tes parts, pour ceux qui ne connaissent pas, justement ceux qui nous regardent, est-ce que Oui. tu peux nous définir un petit peu? En gros, tu étais associé avec des personnes. Et est-ce que tu peux nous définir un petit peu quelle est cette notion-là, en fait, si tu veux, pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, lorsque tu es notaire et que tu es associé, Ouais. lorsque tu quittes cette association, en fait, tu vas vendre tes parts. De la même D'accord. façon que tu pourrais vendre un bien immobilier. Bien sûr. D'accord. Ok. Ces parts, forcément, tu les vends à un notaire. Tu ne peux Ouais. pas les vendre à n'importe qui. Encore que ça a évolué depuis. Mais donc, moi, je les vends à une ancienne collaboratrice Ok. qui avait un certain âge. Et pourquoi je choisis cette personne? Parce qu'elle avait essayé de s'associer à plusieurs reprises. Et D'accord. ça a été un échec à plusieurs reprises. Et je me souviens, c'était un peu un pied de nez à l'un de mes associés avec lequel on partageait plus tout la même vision. Lorsque, en fait, on a regardé les profils pour reprendre mes parts, eux, ils avaient un droit d'agrément. En fait, l'agrément, c'est-à-dire que les associés doivent dire s'ils sont d'accord ou non D'accord. pour que cette personne reprenne tes parts. C'est logique, ça va devenir leur associé. Et à ce moment-là, en fait, mon associé qui était assez misogyne ne regardait que les candidatures d'hommes. D'accord. Intéressant. Et On est en quelle année, là, juste pour savoir? on est en 2018. D'accord, Ouais, oui, c'est quand même en assez récent. 2018. Et du coup, je dis ok, mais alors on va essayer de creuser quels sont les arguments. Peut-être qu'en effet, sur papier, ces personnes sont plus intéressantes que les autres. Non, ils retenaient que les hommes et en partant du principe que de toute façon, ça serait une bonne personne. Déjà, c'est un homme. Bon, alors du coup, face à ces critères-là, j'ai insisté en fait pour que je puisse céder mes parts à une femme. Voilà. D'accord. Et une femme voilà, qui avait un certain âge et un certain nombre d'années d'expérience Ok. pour lui permettre d'achever en fait cette carrière Ouais. par le plus beau des aboutissements qui est une association. D'accord. Ok. Donc là, on revient sur Toulouse. Tu as ce local. Ouais. Tu achètes le PQ. Tu fais tout de A à Ouais. Z. On commence. Tu montes les étagères, tout. Tu montes tout. Comment ça se boutique? Comment ça se passe tes premiers clients? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Dis-nous tout un petit peu comment ça commence. Tu montes ton bureau, on va dire que tout est prêt. Comment ça se passe? T'attends? Tu commences à mettre les réseaux sociaux? Comment ça se passe en fait? Le marketing, la vente, est-ce que ça existe déjà? Ou vraiment ça commence à faire par du bouche à oreille? Alors, il faut savoir que dans le notariat, on n'a pas le droit de faire de la publicité. D'accord. On a le droit de communiquer, mais jamais de manière commerciale. D'accord. Donc, pas de publicité, une communication très limitée. Par contre, les clients que j'ai côtoyés au cours des années pendant lesquelles j'ai exercé en région parisienne, certains me font confiance et me disent, bah voilà, Montero, nous, en fait, on s'en fout de l'endroit où tu es. Comme les notaires, en fait, ont une compétence qui est nationale. Moi, j'ai toujours été très nouvelle technologie, très connecté. Donc, on a été les premiers à faire de l'acte à distance. Je me déplaçais beaucoup. Et donc, on a la chance d'avoir des clients, des bons clients, qui nous font confiance, qui nous suivent. Super.
Et je me souviens, parce que quand tu me dis tout est prêt, non, rien n'était prêt. Ouais, La réalité, ok. c'est que j'ai des clients qui viennent de région parisienne, super contents pour signer à l'étude et tout. Euh, Moi, j'avais même pas de fauteuil encore monté. Les clients, ils étaient déjà dans la cour. Ma collaboratrice, je lui ai dit, vas-y, va acheter des viennoiseries pour qu'on puisse bien les accueillir. Et je me souviens, le premier rendez-vous, je l'ai fait, j'étais debout. J'ai même pas mon D'accord. fauteuil, mais j'avais pris les soins au moins que les clients et eux, leur fauteuil qui était confortable. Voilà, c'était bien modeste comme installation. Ouais. C'était assez rigolo. J'ai retrouvé encore il n'y a pas longtemps une photo Des où, photos. où je faisais des nuits blanches, je bossais. En fait, je me reposais quelques heures à peine. Bon, si tu l'as, on la mettra au montage. Et du coup, je me souviens, mon premier bureau, en fait, il n'y avait pas de bureau. C'était juste une étagère et je posais mon PC D'accord. dessus. C'était une petite chaise, c'était même pas un fauteuil de bureau, c'était une chaise inconfortable. Ok. Mais la motivation était là, du coup, la douleur, on la Ouais, sentait pas ouais. et la fatigue non plus. Et voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et j'ai cru dans ce projet. Ok. Donc tout de suite, j'ai embauché ce que tout le monde trouvait assez fou, mais j'ai embauché un comptable, un formaliste, une collaboratrice Ah oui, directement. directement. Et au bout, ça, c'était dès le début, dès que j'ai ouvert. Alors que normalement, voilà, les notaires qui se lancent, ils sont seuls et c'est petit à petit qu'ils embauchent. Les gens, ils réagissent comment? T'as des personnes qui te disent, écoute, c'est pas bien mon terreau ou pas forcément? Ouais, notamment dans la profession, on Ouais. me prend pour un fou en fait. Ouais. On me prend pour un Et ils disent, fou c'est et qui ce mec, ils disent, ouais, Ouais. il va se cracher. Ouais. Ouais, on va le regarder lui. Les collaborateurs qui me font confiance, bah, ils ont une confiance absolue et du coup, eux, pas de difficulté. Les clients également. Ok, Et après, la difficulté, ça a été de développer des partenariats en fait en local. d'accord. Parce que Toulouse, même si c'est la 4e ville de France, ça reste une ambiance village. Ouais. Et il y a une question qui me posait sur place, qui m'a jamais été posée auparavant, c'est où est-ce que tu étais au collège et au lycée? Je vois pas le rapport, quel est l'impact, Ok, quelle est la valeur ajoutée. Mais là-bas, les amitiés se lient souvent au collège et au lycée. d'accord, Et du coup, en fonction du collège ou du lycée dans lequel tu es allé, bah, c'est une référence. d'accord. Voilà. Donc ça a été une des difficultés. Mais bon, on a réussi assez bien à s'en sortir. Pour info, voilà, donc là on est 2018. Je lance ça en mars 2018. Fin 2018, on était déjà, j'avais déjà 6 collaborateurs et on est monté en 3 ans à 20 collaborateurs. Il y a des moments où justement tu prends ces 6 collaborateurs, où tu dors plus les nuits, tu te dis attends, est-ce que je fais bien? Ou est-ce que finalement c'est facile, ça coule? On voit beaucoup de réussites sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est quoi les défis à l'époque? Comment ça se passe ton quotidien? Est-ce que tu fais juste un 9h-17h ou est-ce que tu te donnes à fond? Comment ça se passe? Non, tu as bien raison de le signaler. Il faut faire attention avec ce qu'on montre, ce qu'on voit sur les réseaux. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. De l'iceberg, Ok. ouais. Il est évident que c'était du travail, énormément de travail. Moi, il y a des soirs, je devais mettre mes collaborateurs dehors. Je leur disais, OK, on est une équipe, on investit, OK. Mais même si on fait des choses importantes, parce qu'on accompagne les gens à des moments importants de leur vie, c'est pas les urgences. Ouais. On sauve pas des vies. Ouais. Donc à un moment donné, vous rentrez chez vous, il faut aller se reposer, il faut aller profiter de votre famille, de vos conjoints, il faut aller faire du sport. Et ça a toujours été quelque chose d'important au sein de mes équipes. Je souhaite qu'ils aient une activité, peu importe, mais en tout cas une soupape de sécurité. Parce que nous, on absorbe beaucoup le stress des clients. Ouais, bah oui, forcément. Et il faut qu'ils puissent avoir quelque chose en fait pour se défouler. Mais pas eu de doute parce que moi, dès lors qu'il y a un sentiment pas de stress, c'est assez étonnant ce que je vais dire, mais moi c'est plutôt de l'adrénaline. Je transforme toujours ça en énergie Ouais, positive. d'accord. Ok. Je vais dire ok, bah maintenant en fait il faut autant à la fin du mois, donc il n'y a pas le choix. Donc, il y On a pas va le trouver une choix. solution Ouais. et il y aura. Ça suppose quoi? Ça suppose énormément de travail. Comme je te disais, c'est le moment où j'ai commencé en fait à dormir très peu. Voilà, je me suis contenté de 3-4 heures grand maximum. Mais on en parlait justement juste avant le podcast. Et là, si tu continues justement sur ce rythme-là. Sur ce rythme, en fait, c'est devenu une habitude, mais parce que je pallie aussi avec d'autres choses, avec des activités sportives, etc. Et je pars du principe que la vie passe super vite. Et il y aura certainement un autre monde dans lequel je prendrai du temps pour me reposer en tout cas. ou une autre phase de vie. Tu as un tips justement pour les gens qui n'arrivent pas à dormir très longtemps. C'est la micro-sieste. Moi, je l'ai découvert ce matin. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la micro-sieste? Comment ça se passe? Pour moi, c'est vital. Ok. C'est vital, sinon je serais peut-être plus là. Est-ce que Je fais souvent des micro-siestes. Ouais, ça dure combien de temps? C'est vraiment micro chez moi. Ça va être 3-4 minutes. Je me pose. En tout cas, c'est toujours moins de 10 minutes. Mais ça fonctionne chez toi? Ça fonctionne. On recharge les batteries comme Tesla. Ok, super. Donc là, je reviens un petit peu, on revient à 6 collaborateurs.
Tu arrives à 20, on est en quelle année grosso modo? On est en 2020, 2021? 2020, avant Covid, on a 20 collaborateurs. D'accord. Est-ce que justement, tu es déjà sur les réseaux sociaux ou est-ce que ça commence parce qu'on sait que c'est assez quand même un milieu, enfin, je sais que moi quand on en parle avec les copains, c'est le notaire, ça reste une image assez vieillotte, tu vois, du métier. Tu es le premier, je crois, à aller, enfin l'un des premiers, en tout cas, l'un des précurseurs à aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens te critiquent? Comment ça se passe en fait un petit peu? Il faut savoir que dès lors que tu fais quelque chose de novateur et de disruptif, tu vas être critiqué. Ouais. Cette critique, en fait, soit elle te fait mal, soit elle te blesse, soit encore une fois, ça va alimenter ton Ça te moteur renforce. et t'en fais une essence. Moi, je n'ai jamais cherché en fait à être différent, à dénoter. C'est naturel, c'est comme ça, donc je l'assume. Pour autant, le plus grand succès, c'est la satisfaction des clients, des collaborateurs et des instances. D'accord ? Quand mes instances en fait, me demandent d'intervenir sur des sujets, d'être speaker, d'être conférencier, que ce soit en France ou à l'étranger, sur des sujets hyper techniques, c'est là que tu vois le job a été fait et ça a porté ses fruits. Bien entendu qu'il y a de la critique, il y a beaucoup de jalousie. Ok. Faut le comprendre, faut l'accepter, faut jamais prendre les choses pour soi. Des gens peut-être qui ont du mal justement eux à se mettre sur les réseaux sociaux, qui voient justement Montero commencer à se mettre dessus, ils savent pas trop comment faire et finalement c'est peut-être pas que de la critique, c'est peut-être aussi pour eux, c'est leur façon de se dire j'arrive pas finalement peut-être à le faire aussi. Nous, on a eu beaucoup de détracteurs. Hein. On a été convoqués par les instances sur des sujets parce qu'il y avait des confrères en fait qui s'étaient plaints de cela. Ah oui, d'accord. Moi, si les gens regardent, déjà, je le fais de manière assez passive. C'est-à-dire que c'est un outil de communication qui est fantastique parce que le temps qu'on passe à expliquer à un client ou lors de petites conférences à 10 clients, si on fait par exemple une vidéo sur le sujet, on a eu des vidéos, c'est assez fantastique, et des vidéos qui sont devenues virales. Alors qu'il y a zéro publicité, il y a zéro communication dessus, il n'y a rien, c'est juste naturel. Et il y a des vidéos qui ont éclaté des 250, 300 000 vues. Incroyable. Pour un notaire, et tu as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que le notaire en fait, ne jouit pas de la meilleure presse parce que je pense que tout simplement, on n'a pas été les meilleurs en termes de communication. On n'a pas su expliquer aux clients ce qu'on faisait et notamment quelle était la partie de la rémunération. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que les gens... pense que tout va chez le notaire et du coup on ne joue pas toujours d'une bonne presse. Donc moi l'idée de manière assez naturelle c'était de contribuer à ma petite échelle à faire en sorte que les gens apprécient leur notaire, qu'ils lui fassent confiance et que les gens comprennent que leur notaire, et j'ai bien leur notaire, c'est pas que moi, c'est tout le monde, leur notaire est là pour les conseiller au cours de leur vie, sur chaque étape importante. C'est ton conseiller, donc va voir ton notaire le plus souvent possible. La plupart des personnes qui regardent ce podcast, donc Génération Insolite, entre 20 et 35 ans, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver par exemple sur les réseaux sociaux? Tu commences sur Instagram de mémoire, tu es présent sur LinkedIn. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux également? Tu as un site internet? Oui. Où est-ce qu'on te retrouve en fait, grosso modo? Alors le premier réseau sur lequel on a été présent, c'était LinkedIn. Forcément, okay. C'est un réseau qui est professionnel, qui est aussi bien... Alors, on était vraiment en B2B et de plus en plus, LinkedIn devient du B2C. Ça, c'est étonnant. Et on voit que LinkedIn en fait s'adapte par rapport aux autres réseaux. C'était hyper carré, pas très jojo LinkedIn il y a encore quelques années. Aujourd'hui il y a des stories, tu peux mettre du son, c'est assez incroyable. Ensuite, moi, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis toujours très discret sur ma vie. Il y a peu de gens qui connaissent vraiment des choses sur moi. D'ailleurs, il y a peu de gens qui disent bien mon prénom, je vais le redire. Donc mon prénom il se prononce Nuno. Voilà. Retenez bien. Voilà. Donc tous les gens qui vous disent je connais super bien Nuno ou Nino, fake. C'est fini. Voilà. C'est fini. Et du coup, j'y viens de manière passive, par ricochet, indirecte, parce que je commence à travailler avec des gens qui sont sur les réseaux et j'aime toujours cette idée dans la vie de changer d'avis. Okay. C'est-à-dire que j'étais moi-même assez négatif sur le sujet en me disant mais ça sert à quoi, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus fantastique avec l'IA, bien entendu. Mais il faut, quel que soit votre domaine d'activité, il faut utiliser les réseaux parce que ça vous permet en fait de porter votre parole sans limite de frontières. C'est hyper intéressant. Je pense que tu es l'un des notaires les plus connus de France, en tout cas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon notaire conseil, qui sont tes clients? Comment se structure ton équipe? Comment tu peux aider les personnes qui nous regardent? Alors aujourd'hui, nous, le siège est à Toulouse, où je suis parti en 2018. Il faut savoir qu'en 2024, je suis revenu là, depuis peu sur Paris, c'est assez rigolo. Donc on est présent sur Toulouse, sur Paris Intramuros et dans le 94. D'accord. Et ce qui est assez étonnant,
contrairement à la plupart de mes confrères, moi j'ai 70% de ma clientèle qui est éparpillée sur tout le territoire national, même international. D'accord. Pourquoi ? C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à nos compétences. On a des domaines d'expertise vraiment poussés sur l'investissement immobilier, sur les montages juridiques, sur la fiscalité. Je suis enseignant en fait à l'université en gestion de patrimoine et en fiscalité. Donc on a toujours à cœur d'intégrer en fait du conseil dans nos missions. Dans tes missions, ouais. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de nos missions régaliennes qui sont le monopole en fait des notaires, donc tout ce qui va être activité immobilière. Nous, on fait aussi beaucoup de conseils. Je fais beaucoup de bilans patrimoniaux. D'accord. Les gens, comment ils font pour nous trouver ? Souvent, c'est du bouche à oreille. C'est super important. Et on voit que se créer une renommée, c'est long, c'est difficile. Ça va prendre des années. Ouais. Et c'est des années de sacrifice. C'est un sacrifice, on est d'accord. Et il faut être prêt, en fait, lorsque tu as l'ambition, est-ce que tu es en mesure de te donner les moyens Est-ce que tu pour es prêt cette à payer ambition ? le prix, quoi. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de recette magique. Mm. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, mais il n'y a pas de recette magique. La seule recette, en fait, c'est le travail. Tu veux un résultat différent, travaille différemment, travaille plus. Tu veux avoir plus, travaille plus, tout simplement. Et du coup, il y a des clients qui nous voient sur les réseaux. Il y a des clients qui viennent à nous parce qu'ils sont recommandés par d'autres professionnels. On travaille beaucoup en interprofessionnalité. On part toujours du principe qu'il faut une alliance de compétences pour apporter vraiment un accompagnement global au client. Et moi, ce que je dis à chaque collaborateur, chaque client, quel que soit en fait le montant de son dossier, c'est un client qu'il faut valoriser parce qu'il nous fait confiance. C'est un client qui, peu importe sa situation aujourd'hui, nous, on va faire en sorte de l'aider parce que sa situation évolue. Ouais. Et on aura à cœur d'être là à chacune des étapes importantes de sa vie. Ok, c'est hyper intéressant. Au niveau donc du coup des services, si on devait faire assez simple pour les personnes qui regardent le podcast, quels sont les 3 pôles où tu interviens ? Je sais qu'on a la partie notariat, donc du coup acquisition, partie gestion de patrimoine, médiation. Est-ce que j'ai bien résumé ces pôles ? Oui, alors je l'ai dit concernant mes études, et ça a été vrai en début d'activité. Ouais. Moi, j'ai toujours une soif d'apprentissage et de connaissances. Et du coup, en fait, outre le notariat, j'ai fait en fait un double cursus parce que j'ai voulu reprendre mes études alors que j'étais déjà notaire et ce n'est pas nécessaire à la base. Hein. Ouais. Mais j'ai eu envie d'aller développer d'autres secteurs d'activité, et notamment l'expertise en gestion de patrimoine. Donc je suis retourné en fait, non pas sur les bancs de la faculté parce qu'encore une fois je n'allais pas en cours, mais en tout cas j'y allais cette fois-ci. J'y étais pour les examens en tout cas. Et j'ai bossé seul de mon côté. J'ai donc validé un deuxième master 2, un master 2 en expertise en gestion de patrimoine. Ok. Et ensuite, il y a quelques années, j'ai fait un autre diplôme qui est complémentaire pour moi, qui fait beaucoup droit de la famille, qui est un diplôme en fait en médiation, qui est un mode de résolution amiable des conflits. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas ces notions-là, grosso modo, c'est à quel moment tu interviens ? En fait, un médiateur intervient pour éviter ou désamorcer un conflit, pour éviter en fait que cela se termine en fait devant les tribunaux. On sait qu'aujourd'hui les tribunaux sont engorgés. Ouais, d'accord. Les gens sont de plus en plus procéduriers. Et du coup, malheureusement, pour obtenir gain de cause, même si vous avez raison, au cours d'une affaire judiciaire, ça va dépendre de la lenteur de la justice. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui en France, malheureusement, on n'est pas très bon à ce niveau-là. La France se fait régulièrement condamner, notamment par la Cour européenne, en raison des délais de justice française. Ok. Donc toi, tu interviens sur cette partie-là. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as un tel développement, on va dire, ces dernières années et une telle présence ? Pourquoi tu as autant de clients ? Qu'est-ce qui a fait, à part le travail, c'est vrai aussi, on a vu les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose d'autre aussi qui fait que finalement, il y a beaucoup de personnes qui te font confiance ? Et il y a ce bouche à oreille, on sait que c'est le meilleur marketing, hein, le bouche à oreille, la confiance. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle réussite pour toi, selon toi, aujourd'hui ? Je pense que c'est essentiellement dû à la recommandation qui passe avant tout par de la satisfaction accrue du client. Ouais. D'accord ? Donc, si tu veux apporter une satisfaction accrue, il faut de l'expertise. Donc, c'est travailler beaucoup pour atteindre un niveau d'expertise. On dit qu'il faut 10 000 heures de travail en fait, pour atteindre un niveau d'expertise. Donc, travaille beaucoup. Du coup, tu auras une satisfaction de client et de partenaire. Donc, expertise, réactivité, disponibilité, écoute, savoir pourquoi tu fais ça. Ne jamais faire les choses pour l'argent. Moi, j'aime bien citer cette petite phrase de Ronaldo. Shoot for skills, never shoot for money. C'est-à-dire que je dis à mes collaborateurs et à mes associés ou mes étudiants, l'argent, c'est un dommage collatéral. C'est la conséquence par ricochet.
de ce que tu fais. Ouais. Voilà. Si tu veux juste faire de l'argent, en tout cas, faut pas choisir notariat parce que c'est trop prenant. Mais si tu travailles beaucoup, bien entendu, c'est un milieu dans lequel tu gagnes bien ta vie. Mais moi, je le fais pas pour ça. Je le fais surtout parce que je suis vraiment hyper satisfait d'accompagner les clients et d'avoir en fait leur confiance. Et face à cette confiance, en fait, je fais en sorte de toujours donner un petit plus aux clients. Ok. C'est la politique d'extra mile, d'accord ? C'est-à-dire que quel que soit le client, il est toujours satisfait d'avoir un petit truc supplémentaire, que ce soit... voilà, exactement. Et ce bonus, du coup, c'est du conseil. C'est du conseil, notamment en termes de fiscalité. Ensuite, ce qui est très étonnant aujourd'hui, Martin, c'est que les gens vont faire confiance soit à des gens de leur entourage qui sont déjà passés en fait par nous, par un notaire, soit par des gens qui ne connaissent pas. C'est fou, tu trouves pas ça dingue, toi, de dire que complètement. La recommandation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, quel que soit, tu vas aller manger. Ouais. Tu cherches un restaurant, soit tu vas utiliser une appli ou Insta ou Google et tu vas te fier à des gens que tu ne connais pas. Aux avis, c'est vrai. On va regarder des avis. Et c'est vrai qu'on a plutôt de très bons avis, de nos clients. Et du coup, ça joue certainement. Ok, très bien. On va parler également des nouvelles technologies d'une manière générale. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, d'habiter Toulouse pour faire une acquisition, par exemple, avec toi ? Moi, je suis en Bretagne. On a déjà travaillé ensemble. C'est la première fois qu'on se voit en physique. Est-ce qu'un client, par exemple, qui est à Lille, il a obligatoirement besoin en fait, de venir à Paris te voir pour faire son acquisition ? Non, je le disais, aujourd'hui, j'ai 70% de ma clientèle qui est éparpillée sur tout le territoire national et même à l'étranger, parce qu'on a beaucoup d'expatriés, on fait beaucoup de droit international. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 85% de mes clients qui ne viennent pas en signature ni en rendez-vous de consultation dans nos études. Pourquoi ? 2 raisons. Un, nous, on a toujours été très mobile, ce qui fait qu'on s'est toujours, nous, beaucoup déplacés, premièrement. Deuxièmement, comme on a toujours été axé sur les nouvelles technologies, notamment la visioconférence, faut savoir qu'aujourd'hui, la denrée la plus précieuse qu'on a, la chose la plus importante que vous puissiez offrir à quelqu'un, c'est votre temps. Ce temps, il nous est limité à tous. Et notamment pour les gens qui habitent en grande ville, je vois que tu prends l'exemple de Paris ou de Toulouse. Paris, ouais. Même des clients parisiens qui veulent venir en étude de Paris, le temps de déplacement, il est énorme. Et le fait de passer les rendez-vous en visioconférence, ça fait gagner du temps. Parce que les gens, tout le monde. Voilà, ils évitent le temps de trajet. Ils peuvent soit prendre une petite demi-heure lorsqu'ils sont au boulot pour faire leur rendez-vous, sur leur temps de pause, ou soit le faire confortablement depuis chez eux. Du coup, c'est assez rigolo. Je donne souvent cet exemple, c'est que même des clients qui habitent à quelques dizaines ou voire quelques centaines de mètres de l'étude, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un bon client que je vois régulièrement. Arrive l'heure du rendez-vous. Je dis, mais attends, il est où ? Je l'appelle. Je dis, mais t'es où en fait ? Le rendez-vous, il est commencé là. Okay. Il me dit, bah attends, tu m'envoies un lien. Je dis, mais t'es pas chez toi ? Si. Je dis, mais on est en face. Ah non, mais flemme. Ouais. Je suis confortablement assis chez moi, donc voilà. Et ça s'entend tout à fait. Carrément. Et du coup, nous, on s'est vraiment adapté à cela. Okay. Donc non, bien entendu, on peut accompagner des clients, quel que soit leur lieu géographique et quel que soit le lieu également de l'investissement. Les notaires, ils ont une compétence nationale, donc c'est aux clients de choisir le notaire avec qui ils ont envie de bosser, qui est le notaire qui va pouvoir les accompagner et leur apporter satisfaction et sécurité. Sur la partie investissement immobilier, tu vois, même nous, avec les clients qu'on accompagne chez Imo Insolite, on utilise pas mal l'intelligence artificielle. Est-ce que même chez les notaires, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est possible ? Bien entendu, en fait, nous, on l'a implémenté au quotidien. C'est assez drôle que tu me parles de ça, parce que j'en parlais il y a quelques minutes avec quelqu'un que tu connais bien. En fait, moi, j'ai pris le parti de laisser le choix à mes collaborateurs de l'utiliser ou pas, mais de les convaincre quand même. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les collaborateurs voient l'intelligence artificielle comme une concurrence. Okay. Moi, ce que je dis, c'est que les humains ont inventé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas inventé les humains. Non, donc, pas de panique, on ne va pas être remplacé. En tout cas, pas de sitôt. Donc déjà, c'est déjà bien. Par contre, ce qui est évident, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien de la combattre. Il vaut mieux l'intégrer. Sinon, tu vas perdre du temps et en plus, tu vas perdre à la fin du match.
Donc, il faut l'intégrer, il faut l'implémenter dans ton quotidien pour te faire gagner du temps sur des tâches qui sont récurrentes. Ouais. On a de plus en plus, nous, des tâches qui sont chronophages, Complètement. qui nous demandent beaucoup de choses. Tu vois, un acte authentique, moi, quand j'ai commencé à exercer à l'époque, allez, ça faisait entre l'acte et les annexes 40-45 pages. Aujourd'hui, on est aux alentours de 150 pages. Donc forcément, plus de travail. Ouais. Donc, plus de volume à traiter pour les collaborateurs. Donc nous, on a mis en place pas mal de choses et pas plus tard qu'il y a un mois, justement, je leur ai fait une formation à tous parce que j'ai à cœur que l'information ne vienne pas que de moi, mais aussi de personnes externes. Ouais. Donc j'ai fait intervenir en fait la boîte référence en termes d'IA aujourd'hui en France pour qu'ils puissent voir quel était le bénéfice pour eux. C'est surtout cela. Et ça, ils l'ont compris et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, ils ont tous le réflexe, mais ils utilisent à bon escient et surtout, ils ont les bons réflexes. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention parce que ChatGPT est tellement fort que, par exemple, pour des gens qui sont dans le domaine juridique, il faut toujours aller vérifier la source. D'accord ? Il faut vérifier la source. ChatGPT, si tu lui demandes la source, il peut même t'inventer des arrêts. D'accord. Quand on parle de jurisprudence, faire très attention. Il y a eu un dossier, là, notamment aux États-Unis, où il y a un avocat en fait, qui, dans sa plaidoirie, en fait, vise des jurisprudences, mais qui ont été données par ChatGPT. Et du coup, il essaie d'engager la responsabilité de ChatGPT parce que, en fait, au moment de l'audience, le juge me dit « Attends, mais ok, vous avez entièrement raison, si ce fondement était vrai, mais là, vous me visez des jugements que je ne trouve pas. Vous les avez trouvés où ?» Et c'est ChatGPT qui les a inventés, en fait. Donc, il faut toujours faire attention. Allez voir donc un expert et remonter toujours à la source. Ok, donc même chez les notaires, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Mais on prend un exemple concret. Moi, je fais beaucoup de bilans patrimoniaux. C'est des sujets qui sont techniques. On sait que la capacité d'écoute de l'être humain, c'est 20 et quelques minutes. Donc en général, c'est des rendez-vous qui durent 30-40 minutes, pas plus. Sinon, en fait, on perd la personne. D'accord. Il y a tellement d'informations qui sont données au cours de ce rendez-vous que j'ai pour habitude de faire un bilan à la fin, un bilan patrimonial, une synthèse que je délivre. Alors, je faisais ça de manière très artisanale et ça me prenait énormément de temps. Et même lorsque je demandais en fait à un collaborateur, j'ai essayé beaucoup de solutions. Le faire moi-même, le déléguer à un collaborateur. Mais il faut que j'explique ce que je venais d'expliquer. D'accord. Alors, pendant un moment, je dis à un collaborateur, viens, comme ça, tu suis le dossier avec moi. Et du coup, le compte-rendu, il est plus simple à effectuer. Et du coup, ça fait 2 personnes sur le même rendez-vous. Donc, en termes d'efficience et de productivité, on n'est pas bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que en live, je prends quelques notes. J'ai créé, en fait, moi, que ce soit des tableurs Excel ou autres, que j'envoie en fait sur plusieurs logiciels d'IA, et ça me pond en fait un bilan. Donc ça, c'est en texte. Je récupère ce texte, je l'envoie sur un autre outil d'IA, et ça pond des slides avec un graphique super agréable et puis surtout très simple parce qu'il faut réussir à rendre accessible quelque chose qui est compliqué. Ok. Ça te prend combien de temps ? Aujourd'hui, tout compris entre la prise de notes, l'envoi sur un premier logiciel d'IA, récupérer avec un plan, l'envoyer sur un autre logiciel d'IA et rendre un compte rendu au client, ça prend moins de 10 minutes. C'est quelque chose qui me prenait plus d'1 heure et demie. Incroyable. Incroyable le gain de temps. Et surtout que le rendu est plus sympa. J'imagine bien. Demain, moi, j'ai des cryptos. Je vais acheter un appartement. Je suis investisseur IMO. Est-ce que c'est possible pour moi de le faire ? Et est-ce que tu l'as déjà fait, toi, de ton côté ? C'est tout à fait possible. Souvent, les gens présentent ces deux mondes comme deux mondes opposés. Le monde de la crypto versus le monde de l'immobilier. Non, c'est deux mondes distincts, certes, mais qui peuvent se rencontrer. Et en effet, on les a fait se rencontrer parce qu'on a fait la première transaction d'Europe avec un paiement full crypto. Incroyable. Je parle là donc d'une vente d'un bien immeuble avec un acquéreur qui a payé le prix intégral en crypto. Incroyable. Comment ça se passe ? Parce qu'on sait que la crypto, elle a une valeur. Est-ce que tu la bloques à l'offre d'achat, au compromis, ou alors au niveau de l'acte authentique ? Tu as entièrement raison, Martin. La difficulté, c'est à quel moment on va effectuer la contre-valeur. C'est-à-dire que dans l'acte, il faut que le prix soit stipulé dans la devise locale. En l'occurrence, il s'agissait d'un bien en France, donc la devise, c'était l'euro. D'accord. Donc le prix est stipulé en euros.
Donc il faut bien qu'il y ait une contre-valeur. Cette contre-valeur, en fonction de la crypto qui a été utilisée, il faut définir à quel moment on va la fixer. Parce que la crypto, c'est tellement volatile que ça fluctue sans cesse. À peine je viens de le dire que ça a déjà bougé. Ça appartient déjà au passé. Donc, il a fallu tout d'abord mettre les clients d'accord sur le moment, le momentum. C'est à quel moment on effectue cette contre-valorisation. Parce que forcément, il y aura un gagnant et un perdant. Forcément, il y aura un perdant. Ok. Et je pense notamment à la revente. Est-ce qu'il y a des impacts ou pas forcément d'un bien qui a été acheté en crypto? Est-ce qu'on est obligé de le revendre en crypto? Est-ce qu'on peut le revendre finalement avec une monnaie lambda comme l'euro? Est-ce qu'il y a des risques par rapport à ça? Aucun risque, c'est libre. En fait, tu as un titre de propriété qui est un titre commun, lambda, par rapport aux autres, qui a les mêmes attributs, donc date certaine, force exécutoire et force probante. Personne ne peut venir revendiquer ta propriété. Tu as la même garantie, la même sécurité juridique. Demain, tu veux revendre ton bien, tu le vends à qui tu veux. Hyper intéressant. On va parler un petit peu du marché actuel. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé les 2 ou 3 dernières années sur le marché immobilier? Je vais te poser pas mal de questions. Moi, j'ai souvent des questions qui me sont posées. Tu vas voir, il y a pas mal de questions surprenantes. Est-ce que tu peux nous faire un topo de ce qui s'est passé là, les 3 dernières années? On sait qu'il y avait des prix, les vendeurs étaient très contents. Les 3 dernières années, ils sont peut-être un petit peu moins en ce moment. Nous faire un court résumé synthétique de ce qui s'est passé. Ok. Alors déjà, il faut savoir que l'immobilier est fait de cycles, comme la crypto d'ailleurs. Et il faut savoir avoir une lecture avancée de ces cycles. Il est tout à fait normal que l'immobilier augmente et que l'immobilier baisse de temps en temps. Maintenant, quand on regarde sur du moyen voire de long terme, l'immobilier a toujours augmenté, d'accord, et ça reste une valeur refuge. C'est pour ça que c'est le placement préféré des Français. Okay. On revient quelques années en arrière. Situation de Covid. On est tous enfermés chez soi, on ne peut pas faire grand-chose. C'est le moment où tout le monde justement se met au jogging. Ouais. Tout le monde, c'était rigolo. Tu les voyais, ça, ces coureurs, ils étaient allés tous commander sur des sites de sport. Ils s'étaient tous fait livrer leur petite tenue. C'était la seule sortie possible. Les e-commerçants, ils étaient contents. Ouais. Et du coup, il y a tout un volume de transactions qui ne se fait pas à ce moment-là. Ouais. D'accord, parce que les gens ne peuvent plus visiter, donc on commence à avoir de la visite virtuelle, mais tout le monde ne s'y met pas. Imagine tes parents, tes grands-parents, s'il y avait besoin à l'époque. Papy, mamie, là, c'est compliqué. Voilà. Donc il y a un volume de transactions qui ne s'est pas fait. En plus de cela, il y a des gens qui ont été frustrés de se retrouver chez eux. Ouais. Donc il y a une prise de conscience très importante à ce moment-là. C'est que des gens se rendent compte que le chez eux, ça ne convient pas forcément. Lorsque tu t'es retrouvé pendant des mois enfermé dans un petit espace, sans extérieur, avec les enfants qui forcément au bout d'un moment tournaient en rond et commençaient à taper sur le système des parents, il y a eu des envies d'ailleurs, des envies de changer de région, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de verdure. Ouais. Et du coup, il y a eu un volume de transactions record en sortie de Covid. Qui dit volume de transactions record dit que le marché, il est bon pour les vendeurs. Ouais. Parce que tout se vend, et j'ai envie de dire quasiment à n'importe quel prix. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un volume d'acquéreurs face au nombre de biens en vente qui était beaucoup plus important. Ce qui veut dire qu'on a même eu des gens qui faisaient de la surenchère. C'est n'importe quoi. Normalement, lorsqu'il y a consentement, donc une rencontre des volontés, dès qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, donc si j'ai mis un bien à 200 000 euros, j'ai fait une proposition à 200 000 euros, le vendeur a l'obligation de me vendre. Ouais. Là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait plusieurs acquéreurs qui étaient prêts à mettre les 200 000 et il y en avait même qui disaient moi, je mets 210 000. Ce qui n'a pas de sens parce qu'à 200 000, la vente, elle est parfaite. Ouais. Mais on a vu des choses comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un volume record. C'est mathématique. Lorsque le volume augmente, les prix augmentent. Ça s'est essoufflé parce que cette mode s'est arrêtée, parce qu'elle retourne à la vie normale, à la réalité. Ouais. Et parce qu'en fait, les taux directeurs des banques centrales n'ont fait qu'augmenter. La conséquence de l'augmentation des taux des banques directrices, des banques centrales, c'est que les taux bancaires augmentent, mais ça, je crois que quelqu'un vient d'en parler mieux que moi. Et deux phénomènes. Alors le taux directeur, c'est la banque qui prête l'argent aux banques finalement, pour faire très simple. Exactement, c'est la Banque centrale en fait qui fixe un taux à la fois pour les États et pour les organismes bancaires à quel taux eux-mêmes vont pouvoir emprunter. Ok. Et du coup forcément, ces banques qui empruntent elles-mêmes répercutent
le taux sur leurs clients. C'est logique. Hein. Très bien. Elles ne vont pas passer ça en perte sèche. Quand même. Voilà, d'accord. Donc cette augmentation, ça engendre quoi? Ça engendre le fait que le pouvoir d'achat des gens baisse. Ouais. Donc moins d'acquéreurs finançables ou des acquéreurs finançables sur des montants inférieurs. Donc on a une problématique qui est que l'offre et la demande ne sont plus en phase. Donc là, ça bloque. Donc là, ça bloque. Suite logique, baisse des volumes. Suite logique, baisse des prix. Grosse baisse des prix ou... Non, Ouais. ça reste marginal. Hein. On a eu une baisse de volume au cours des 18 derniers mois qui, en fonction des régions, va de 20 à 35% quand même. Mais la baisse des prix, elle a oscillé entre 4 et 10-12% en fonction des régions, pas plus. D'accord. Bien entendu qu'il y a des exemples marginaux. Il y a toujours des gens qui ont eu l'obligation de vendre et qui ont cassé les prix. Mais en tout cas, il n'y a pas eu les soldes escomptés, il n'y a pas eu de Black Friday de Il l'immobilier. n'y avait pas de Black Friday. Bon, tant pis. Est-ce que c'est vrai de dire aujourd'hui qu'on est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs? Alors, oui et non. C'était vrai au cours de la dernière année, mais on voit que les choses sont en train de changer. Il faut savoir que le marché immobilier, donc qui a un volume écrasé jusqu'à l'été 2024, commençait à nouveau à avoir des signaux qui étaient positifs. D'accord ? Les feux repassaient au vert et la dissolution de l'Assemblée nationale a tout gelé. Ça a créé un attentisme général, aussi bien du côté vendeur que côté acquéreur. Ouais. Cet attentisme, ça engendre quoi? Ça engendre un volume qui à nouveau redevient écrasé. Il faut repartir sur les années 2015 pour connaître un volume de transactions aussi bas. On devrait certainement, là on est autour de 800 000 transactions sur une année lycée. D'accord ? Les années records, on était à 1,2 million, 1,3 million. D'accord. Ce qui se passe, c'est que comme les taux ont commencé à rebaisser, c'est quelque chose de positif. Et au niveau de la confiance également, eh bien, les acquéreurs qui étaient sortis du marché ont à nouveau envie de se positionner. Il y a un sondage qui sort de l'INSEE, qui est très important, qui a été réalisé là, donc le mois dernier, en octobre. Le pourcentage de personnes qui ont manifesté une envie de se positionner sur le marché immobilier au cours des prochains mois a fortement augmenté autour des 3 derniers mois. D'accord. Ce qui veut dire que ça, c'est très positif. Mais la conséquence, c'est que, comme dans les médias, pour essayer justement d'insuffler une énergie positive et de relancer un dynamisme au niveau du marché immobilier, ce qui est en train de se passer, c'est contre-productif. Parce que les vendeurs entendent « Ah super, c'est bon, les acquéreurs sont à nouveau finançables ». Donc des gens qui avaient enlevé leurs biens du marché ou qui avaient mis les biens en location en attendant, ils disent « Ah super, ils sont en train d'augmenter leur prix ». Et on dit souvent que lorsque les taux baissent, étonnamment, ça ne profite pas aux acquéreurs, ça profite aux vendeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une analyse historique, à chaque fois qu'il y a eu une baisse de taux, certes ça engendre une capacité d'achat supplémentaire pour les acquéreurs, mais à aucun moment ça engendrait une baisse des prix. Au contraire, ça engendre une hausse des prix. Ce qui veut dire que même si ton pouvoir d'achat a augmenté grâce à la baisse des taux, si en face le prix augmente de manière plus rapide et plus significative que la baisse des taux, eh bien, le nombre de mètres carrés que tu vas pouvoir acheter diminue. Donc la baisse des taux profite aux vendeurs et non aux acquéreurs. Bon, c'est hyper intéressant. Une autre question que j'entends souvent, est-ce que finalement Airbnb, la location courte durée d'une manière générale, c'est terminé? Sinon, est-ce qu'il y a des opportunités? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toutes ces évolutions qui se passent en ce moment même, hein, du coup Oui, alors il y a une vraie chasse au Airbnb, en tout cas à la location courte durée, pour ne pas faire de publicité pour une seule des plateformes, parce qu'il y a des plateformes, il y en a plein. Eh bien, cette loi, en fait, qui a été adoptée au cours de ce mois de novembre, cette loi que beaucoup nomment de anti-Airbnb ou d'anti-LCD, en réalité, si on veut être juste et objectif, elle est guidée par des objectifs qui peuvent se comprendre en termes de politique de l'État, qui est que 1, il y a un droit au logement, qui est un droit constitutionnel. 2, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se loger. Et 3, c'est vrai qu'il y avait un clivage entre la location nue et la location courte durée, avec une faveur fiscale très importante au profit de la LCD. Alors, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut faire attention aux phénomènes de mode.
ayez une lecture avancée, diversifiez votre patrimoine, sachez anticiper. Et 3, ne dépendez jamais d'une fiscalité. La fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau, rien de plus. Votre stratégie, elle doit être civile. Et vous devez, encore une fois, avoir un cap. Et s'il faut changer de chemin, on changera de chemin. Mais le sommet, on va y arriver. Pour cela, en fait, oui, il y a des ajustements à faire. Il y a des arbitrages parfois à faire. Est-ce que c'est la fin de la LCD ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y aura moins de gens sur le marché de la LCD ? Certainement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que justement, c'est une manière de te démarquer et d'avoir moins de concurrence en face. Et moi, j'ai des clients qui, encore aujourd'hui, font des rendements astronomiques en LCD. Ouais. Alors, pour revenir sur les logements un petit peu atypiques, est-ce que tu en vois de plus en plus ? Nous, c'est vrai que c'est notre cœur de métier. Depuis, par exemple, toi, 15, 10, 5 ans, est-ce que tu as vu cette évolution un petit peu sur les logements atypiques ? Exactement, et je n'en parlais pas plus tard que la semaine dernière à un séminaire dans lequel je suis intervenu, où justement il y avait pas mal de clients et de participants qui faisaient de la LCD et des logements atypiques. Clairement aujourd'hui, si je regarde sur mes clients au cours des 2 dernières années, les investissements les plus rentables qui ont été faits, ça a été de la LCD sur de l'atypique. Et j'ai tout type d'atypique que tu puisses imaginer. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a 2 aussi, je le décompose en 2 pôles. On a l'atypique avec du logement, de l'appartement, de la maison, et on a aussi de l'insolite avec des tiny house, des dômes, et c'est quelque chose de nouveau en fait finalement. Donc c'est vrai que toi tu analyses en fait de plus en plus de projets, même toi au niveau des ventes. Et ce qui fonctionne le mieux, en fait l'immobilier, ça va être un support. En réalité, les gens viennent vivre une expérience. Exactement. Plutôt que de louer simplement un bien. C'est ça. Et du coup, on arrive à se démarquer parce que finalement, sur un Airbnb classique, les gens arrivent à louer entre 60 et 70 euros la nuit. Quand tu proposes une vraie expérience et pas juste Love Room Kitsch, pour ceux qui regardent, tu peux louer entre 150 200. On a loué 300 euros la nuit, je crois, en plein mois d'été. Ça reste hyper intéressant. Fantastique. Au niveau de l'atypique et de l'insolite, dans quel domaine tu interviens ? Sur une tiny house, est-ce que tu interviens sur un appartement qu'on va changer en love room ou même sur un thème particulier? Sur quel type de domaine tu interviens, toi, de ce côté-là? Le notaire, donc en France, il a un domaine réservé, ce qu'on appelle soit un monopole, qui est le domaine de la publicité foncière. C'est-à-dire que tout acte qui concerne un bien immobilier, que ce soit un terrain à bâtir, que ce soit un garage, que ce soit un appartement ou un local commercial, peu importe, à chaque fois qu'il va y avoir une mutation, il faut aller voir un notaire. Donc on intervient sur tous nos clients qui vont acheter de l'immobilier pour en faire de la location courte durée. On intervient ensuite sur des gens qui vont pas forcément acheter, mais qui vont louer pour ensuite faire de la sous-location. Et enfin, on intervient aussi en termes de conseils, même sur des choses qui ne dépendent pas du domaine régalien des notaires, de ce domaine réservé. J'ai par exemple des gens qui aujourd'hui profitent des terrains que peuvent avoir les parents, la famille, un oncle, les grands-parents, et sur lequel justement ils vont pouvoir mettre un bien qui n'est pas un immeuble, mais qui est un bien meuble, du type ça peut être tiny house, ça peut être un dôme, ça peut être, j'ai des gens qui ont des caravanes aménagées. Voilà. Donc ça, clairement, le notaire normalement n'intervient pas là-dedans. Là, on intervient vraiment sur la partie justement gestion de patrimoine, conseil, structuration. Pour moi, tu me dis si tu es d'accord aussi, mais on va aller de plus en plus vers ce type d'atypique qui n'est plus de l'appartement, mais qui est vraiment du domaine du naturel, par exemple sur un terrain non constructible, parce que les gens aussi cherchent à déconnecter finalement de leur semaine. Est-ce que toi aussi tu es d'accord par rapport à ça, sur des dômes, sur des logements atypiques, sur des houseboats, des choses vraiment qui te font déconnecter de ton quotidien? Tout à fait, et je vois que tous nos clients qui sont partis sur ces secteurs ont des rendements qui sont fantastiques. Et justement parce qu'ils permettent aux gens de vivre une expérience et de sortir de leur quotidien, du train-train habituel, métro, boulot, dodo. Et le week-end, au lieu d'offrir au conjoint juste une nuit dans un hôtel, non, on va vivre une expérience. Et j'ai des clients qui ont de la LCD avec des thématiques diverses et variées. Ça peut être... J'en ai un là par exemple, je crois, il a créé un truc assez fantastique. Il a mis un budget de 15 000 € dans une vraie fontaine en fait. D'accord. Il est passé par le décorateur, un des décorateurs qui fait les décorations à Disney pour te montrer un peu l'ampleur du. Voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a les gens ont besoin
de vivre des choses, de se sentir vivant et d'avoir de nouvelles aventures. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que les gens ont besoin de ce type d'aventure. Pour donner un peu une idée, grosso modo, moi par exemple, je compare avec un appartement lambda que je mettais en LMNP avec un logement atypique, on est entre 8 et 10% pour de l'investissement meublé, on va dire classique, quand là, sur par exemple la suite Bali que j'ai, on est sur du 25 à 30% de rentabilité. Bien évidemment, ça nécessite une stratégie de base, il faut aller sur d'autres logements également, sur d'autres types de stratégies, mais ça reste quand même hyper avantageux. On voit que le marché est en pleine croissance. On est sur de l'atypique et de l'insolite. Je regardais les chiffres hier, sur une croissance de 20% par an, avec des nuitées comprises entre 150 et 200 euros. Donc je pense que dans l'avenir, ça reste quelque chose qui va être hyper intéressant. On est encore en retard également sur les États-Unis. On a un séminaire cet après-midi, on pourra en parler tous ensemble, mais c'est vrai que les Américains sont sur des bunkers, sur des maisons là-haut, des maisons Shrek. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense qu'on est vraiment, tu me dis ce que tu en penses, je pense qu'on est vraiment au départ de ces expériences-là, on va dire. J'en suis convaincu et je veux pour preuve les investissements de mes clients qui fonctionnent le mieux. Voilà, ce sont des logements atypiques. Et souvent, les gens disent « Ah, mais ça fait cher, peut-être que je ne vais pas avoir la clientèle en face. » Si tu regardes, Martin, en fait, l'évolution, même là, les années que nous sommes en train de vivre, qui sont des années difficiles pour tous les secteurs d'activité confondus, les boîtes qui performent le plus sont les boîtes du luxe. Et c'est rigolo, puisque juste avant de venir, justement, il y avait un petit reportage où on regardait en fait les résultats des licornes françaises. Okay. Et elles n'ont jamais autant performé que pendant ces années de crise. Il faut savoir que lorsqu'il y a une crise, le marché du luxe se porte toujours de manière très très performante. Et certes, vous allez donc monter en gamme, certes, vous n'allez pas avoir la même clientèle, mais c'est justement une clientèle qui aura un pouvoir d'achat pour s'offrir une aventure chez vous. Ouais, hyper intéressant. Écoute, on va arriver sur la fin de ce podcast. Si vous avez un projet d'investissement immobilier, n'hésitez pas à contacter Nuno. On mettra ses liens dans la bio. Nuno, on va faire un petit quiz. Je vais te poser quelques questions et tu vas me dire oui ou non sur des logements atypiques. Alors, on va commencer par une Love Room 50 nuances degrés. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non? Oui. Un dôme en pleine forêt. Est-ce que tu dis oui ou tu dis non? Oui. Un igloo au fin fond du Groenland. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non, toi qui viens de Toulouse? Oui. Je suis bon public. T'es bon public. Un château abandonné en Bourgogne. Vraiment abandonné. Il n'y a rien du tout. Fenêtre simple, vitrage. C'est l'expérience totale. Ça me parle moins. Ça te parle moins. Ok. Un logement troglodyte dans le centre de la France. Ça me parle moins. Ça te parle moins aussi. Cabane dans les arbres, dans la Creuse. Ouais. Un hôtel Ibis dans le centre-ville de Marseille. Non. Non. Ok, d'accord. Un bunker en Californie. Non. Non. Le côté guerre, c'est pas mon point. Une yourte sur un terrain de camping dans les Landes. Ouais. Et une suite Harry Potter. Carrément. Ok. Est-ce que, dernière question, avant-dernière question, Nuno, c'est une question qu'on pose à chaque fois à nos interviewés. Il va falloir que tu me donnes une passion inavouable que tu n'as jamais dit à personne, que tu pourrais nous révéler là en live. Alors, je vais te poser la question et je vais continuer à parler pendant 30 secondes et je vais te laisser réfléchir. Okay. Y a beaucoup de réponses. Il y a des personnes qui vont très très loin. À toi de voir la jauge où tu mets ça. Mais les personnes qui nous regardent ont besoin de connaître une passion inavouable de la part d'un notaire que tu pourrais nous révéler en live. Il y a vraiment de tout. Ça va de très très loin à pas forcément grand-chose. Je te laisse réfléchir et je continue à discuter en même temps durant cette réflexion. C'est pas une question facile, c'est une question qui surprend à chaque fois les personnes quand je parle en podcast. Donc quand tu dis inavouable, c'est que personne ne sait. Personne ne sait, tu peux avoir des personnes... parce que j'ai des passions, mais que quelques personnes connaissent. C'est justement le but, parce qu'on sait que tu es un notaire très discret et on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi je suis un passionné de sport extrême. Okay. Je suis un passionné de sport extrême et de sport de glisse notamment. Okay. Donc voilà, si vous voulez me trouver et que je ne suis pas à l'étude notariale, il faut essayer de trouver un spot de glisse, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a de fortes chances de m'y retrouver. Et sinon, je suis un grand fan aussi de voyage. Je voyage beaucoup. Okay. Je communique très peu dessus. Mais ouais, je peux le dire, je suis souvent en mode backpack et ouais, j'ai plusieurs tours du monde à mon actif. Ok, bon, ça reste hyper intéressant. Ta plus grande passion dans ton métier? Contribuer à pacifier les relations humaines. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder ou est-ce que finalement tu as trouvé que c'était un podcast assez intéressant ou il y a eu d'autres questions qu'on pourrait te poser?
Non, c'était super intéressant. C'est jamais évident de parler de Ouais. moi. C'est un sujet que je n'apprécie pas C'est trop. pour parce ça que je t'ai qu'habituellement, challengé un petit peu là sur ce podcast, je pense. mon quotidien, c'est plutôt de parler de la vie et des projets de Ouais. mes clients. Mais en tout cas, c'était plaisant. Ok, bah écoute, super, merci pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Nuno? Sur donc les réseaux sociaux, au nom de Mon Notaire Conseil, Ouais. vous trouverez que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, donc Mon Notaire Conseil, Nuno Montero, Très bien. et puis également sur notre site internet qui est monnotaireconseil.fr ou .com. Super. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à aller directement checker les réseaux sociaux de Nuno. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube. Si ce podcast vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter ou à partager à quelqu'un qui en aurait besoin, que ce soit sur un projet d'acquisition immobilière ou sur un projet atypique. Nuno, un grand merci à toi et on se retrouve pour un prochain podcast. Allez, ça roule. Merci à toi. Salut à très Nuno. vite. Salut. Bonne journée.